qui permet de tracer des lignes d'action. Elle va être faite par Marin Dacos, conseiller pour la science ouverte auprès du directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère, qui est membre du COSO également, Marin, et puis par Olivier Le Gall, bien sûr, qui est président du conseil de l'Office. Et nous avons convié Pierre Ouzoulias à nous dire son point de vue à l'issue de cette journée en guise de clôture. Peut-être dans l'ordre que je viens de citer, Marin, Olivier et Pierre Ouzoulias. D'accord. Donc je ne vais pas être très long. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. On a quand même de temps en temps du mal à relier deux notions qui sont assez en formation. Et moi, j'ai beaucoup appris dans ces journées, mais je pense que collectivement, on a beaucoup à construire de vocabulaire et de clarté. Ce qu'a dit tout à l'heure Lionel, si on dit open access pour des données, ça ne marche pas. Enfin, il y a toute une difficulté sur la science ouverte. Alors, sur l'intégrité, moi, je ne me permettrai pas d'en dire quoi que ce soit. C'est déjà sur la science ouverte, qui est mon sujet. C'est compliqué, mais sur l'intégrité, je suis d'une humilité très forte parce que ça me dépasse très largement. Cela dit, nous avons besoin de stabiliser un état de l'art, d'avancer. Ça fait quand même des décennies qu'on travaille sur la science ouverte et qu'on a un certain nombre de certitudes. Je voulais insister sur des limites. Lionel l'a dit, mais je le redis aussi. Sur l'open access, donc l'ouverture des publications, pour moi, il n'y a pas de limite à l'ouverture des publications. À terme, on pourra atteindre 100%, avec des agencements de temps, avec des nuances, mais globalement, si c'est une publication, pas si c'est un secret. Si c'est un secret, on discute avec Coca-Cola et on convient qu'ils ont un rapport, une littérature grise. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une publication, donc ça ne relève pas de l'open access. Mais si c'est une publication, c'est rendu public, donc c'est logique que ça puisse être rendu public le plus largement possible. Pour les données, il faut bien garder en tête qu'il y a d'énormes limites, et Lionel l'a dit, je le redis, c'est aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire, et donc on est plutôt dans des gradients d'ouverture. Moi, je dis toujours de façon assez provocante que le CASD, le Centre d'accès sécurisé aux données, qui est un groupement d'intérêt public qui conserve des données fiscales notamment et qui donne accès à des chercheurs que sur la base de l'avis du comité du secret, d'une certaine façon, fait de la science ouverte. Mais évidemment, il l'ouvre dans des conditions qu'on appelle du partage plutôt que de l'ouverture, qui sont très strictes, et c'est le A de accessible dans les principes FAIR, facile à trouver, accessible. C'est pas toujours ouvert au grand vent, parce que c'est pas toujours possible, c'est pas toujours souhaitable, mais en revanche, il y a une règle claire pour dire à quelles conditions c'est accessible. Les archives de la justice sont protégées par le procureur de la République qui autorise ou non l'accès à tel fonds d'archives pendant 100 ans pour les données de la justice. C'est normal. Et ça, c'est accessible. Mais il y a des règles qui sont très précises. Alors, deuxième chose que je vais dire sur le fait de aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire pour les données, c'est que je voulais faire une liste à l'après-vert de toutes les limitations qu'a commencé à lister Lionel pour que vous soyez bien convaincus qu'on est dans une logique où le législateur n'a pas glissé sur une peau de banane en inventant une obligation qui serait totalement irréaliste. Donc les données personnelles obtenues sans consentement, évidemment, ne peuvent pas être dans le public. Les données protégées par la propriété intellectuelle, si je fais une thèse sur Houellebecq, je numérise tous ces livres et je fais tout un tas d'analyses, je ne peux pas ouvrir les données que j'ai construites autour de ça parce que c'est protégé par la propriété intellectuelle. Donc les données présentant des risques pour la sécurité publique ou pour la sécurité des établissements, le secret de défense nationale, les secrets professionnels, le secret des affaires, le secret industriel et commerciaux, les données présentant des risques pour la protection du potentiel scientifique et technique de la nation sont toutes protégées. Et donc, l'obligation qui est dans l'article 6 et dans l'article 30 de la loi ne s'applique pas. Donc, je veux que ce soit bien clair quand vous repartez sur le fait qu'il n'y a pas une secte d'ouvreurs qui a pris le pouvoir en 2016 et qui a soudainement mis en place des règles qui sont totalement décorrélées de la réalité de terrain. Alors, autre point, sur les données, je ne peux qu'insister sur la dimension disciplinaire. Je sais que ça peut paraître comme étant beauté en touche, mais ce n'est pas du tout le cas. Pour le plan national pour la science ouverte,
la structuration de l'ouverture des données doit être guidée par des pratiques et des bonnes pratiques définies par la communauté scientifique. Donc les astronomes ont dit ça coûte très cher de produire nos données, on les collecte, il faut que le chercheur qui a fait la collecte ait une priorité, une primeur. Ils se sont entendus il y a des décennies sur le fait qu'un embargo d'une année c'était raisonnable, mais c'est raisonnable. D'accord ? Et donc, maintenant, la question, c'est pour les communautés qui ne sont pas structurées autour de données, c'est-à-dire qui n'ont pas encore défini d'état de l'art, il y en a un certain nombre, ce qu'on appelle la longue traîne, il faut juste qu'on leur donne la possibilité et qu'on prenne le temps de leur donner la possibilité de se retrouver autour d'une table et puis de discuter pas ici, dans une seule ville et dans une seule institution, mais à l'échelle internationale. Et pour ça, on soutient la Research Data Alliance qui a été évoquée, la RDA, qui regroupe 6000 chercheurs et qui peut en regrouper 7000 s'il y en a 1000 aujourd'hui qui les rejoignent, pour discuter des questions qui se posent, pour construire des consensus. Et non, c'est donc pas du tout de la loi, et c'est d'abord de la culture, la façon dont on considère qu'il est raisonnable d'ouvrir selon telle et telle condition. Bon, il n'y a pas que des questions de temps, il y a des questions de forme. Un chercheur en mécanique me disait, mais moi, je prends des milliers d'heures de vidéos, qui sont bien des données, je confirme, de frottement sur des roulements. Est-ce que ces milliers d'heures de vidéos, je dois les rendre publiques et les ouvrir parce qu'elles me le vendent ? Moi, je n'ai pas la réponse. C'est les mécaniciens qui peuvent dire s'il faut échantillonner. C'est à eux de nous dire. Moi, je serais bien incapable et le législateur n'a jamais dit qu'il était capable de définir ça. L'autre chose, c'est que si on veut que la science ouverte progresse, tout le monde l'a dit, il faut que les règles du jeu progressent un peu, et en particulier, c'est pas que du point de vue de l'ouverture, c'est du point de vue de la diversité des productions. Donc il y a une vraie, on parle beaucoup du facteur d'impact, mais en fait, ce qui nous pèse beaucoup, c'est d'abord que seuls les articles et les livres dans d'autres disciplines sont considérés comme des produits nobles et sont l'objet d'évaluation. Le mouvement pour la science ouverte, ce qui dit globalement, c'est que l'ensemble des productions des chercheurs doivent être reconnues et encouragées, notamment les données et le code. Et si elles ne sont pas reconnues comme des productions nobles, on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on donne des injonctions contradictoires. Et évidemment, ça ne se décidera pas rue Descartes, ne peut qu'être une évolution décidée par les communautés scientifiques de prendre en compte une plus grande diversité d'objets produits par la communauté scientifique. Comment faire ? C'est pas clair, j'ai un problème de lexique, où sont les textes de référence, etc. Sur la science ouverte, on fait un effort de structuration autour du site ouvrirlascience.fr qui contient notamment dans sa bibliothèque de ressources des documents de référence dont certains sont même tamponnés par le comité comme étant des documents officiels et d'autres documents qui sont des documents de référence. Donc, par exemple, il y a un guide d'ouverture des données qui a été produit par tout un tas d'organismes, une coalition d'organismes, et nous l'avons simplement converti en document officiel du Comité pour la science ouverte, et c'est un document de 35 pages qui, même s'il ne mentionne pas encore le RGPD, ça va arriver, et quand même il clarifie beaucoup la situation. Voilà. Et donc, si vous pouvez vous y reporter, c'est bien. Et dernier point, en fait, on est dans un mouvement qui avance, qui n'est pas statique, et du coup, on a prévu de mettre à jour le plan national pour la science ouverte. Donc, toutes les discussions qu'on a maintenant et qu'on aura dans les 2 années qui viennent, tous les retours d'expérience que nous aurons, nous permettront, je l'espère, d'avoir un plan plus réaliste, plus pratique, plus adapté, et pas un plan qui aurait été écrit à un moment donné, à un moment de fièvre ou un précipité qui ne serait pas au bon moment. Donc, l'idée, c'est que ce document est un document de référence et qu'on va le mettre à jour avec le Comité pour la science ouverte sur la base de l'expérience et de tous les retours et des 15 pages de notes que j'ai prises aujourd'hui pendant que vous interveniez. Voilà, merci beaucoup. Concernant alors à la fois les distinctions et les points communs entre accès aux publications, accès aux données, on a entendu qu'effectivement il y avait des distinctions, mais précédemment à la précédente table ronde, nous avons aussi entendu qu'il y avait certainement une continuité depuis les données jusqu'aux publications. Donc on voit bien que les choses sont plus complexes que simplement dans une vision dichotomique, mais je vais laisser Olivier Le Gall et puis Pierre Ouzoulias donner leur propre point de vue. Donc merci Joël, merci Marin, merci tout le monde. L'Office a moins d'1 an d'opération, on va dire, un petit peu plus d'1 an d'existence. Et une des choses qui nous paraissait vraiment important, c'était de relancer le cycle de colloques annuel sur l'intégrité scientifique. Le premier avait eu lieu à Bordeaux, je crois, en 2016, le deuxième à Nancy en 2017. En 2018, il n'y en a pas eu, puis donc là, celui-ci en 2019.
Et il nous a semblé, au Conseil français de l'intégrité scientifique, il nous a semblé que le premier sujet à aborder était le sujet de la science ouverte, parce que ça reposait un certain nombre de questions et ça permettait de poser surtout aussi un certain nombre de questions, j'y reviendrai, qui sont en fait celles sur lesquelles on travaille en termes d'intégrité scientifique. C'est pas aussi simple, ça a été dit, redit, etc. Et c'est l'objet de la journée. Et c'est pour ça qu'on a fait cette journée. C'est pas aussi simple que simplement il y paraît, avec une vision un peu naïve qui est puisque la science est ouverte et que c'est bien d'être ouverte, donc c'est intègre et donc ça sera intègre et donc etc. C'est pas aussi simple que ça, bien sûr, premièrement. Deuxièmement, une journée comme ça, elle ne pouvait pas s'organiser sans le comité sciences ouvertes. Ça paraît évident, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Et puis, en effet, on a vu sur la journée d'aujourd'hui à quel point c'était un sujet passionnant et à quel point c'était un sujet qui était compliqué. L'ouverture de la science est compliquée, l'intégrité, c'est un sujet compliqué, paradoxalement, et à quel point l'interface est intéressante. Il y avait un besoin, la preuve c'est que, ça s'est un peu clairsemé maintenant, mais la preuve c'est que ça fait la dernière semaine avant la date limite des inscriptions, on était à guichet fermé, et donc on n'avait pas pensé au départ remplir un amphi aussi grand que ça, et on l'a rempli facilement, donc bon, voilà. Alors, sciences ouvertes et intégrité scientifique, au fond, posent les mêmes questions sur ce que c'est que l'essence de la science. C'est quoi, au fond, le truc. Donc, l'ouverture des sciences, c'est un côté technique, j'ouvre des pratiques, etc. Mais ça met le fondamental de la science à nu. Et d'ailleurs, on le voit dans le domaine de l'intégrité ou dans le domaine de la fraude, qui est l'inverse de l'intégrité, mais n'empêche que c'est un peu connexe. On le voit avec des outils de type PubPeer. Il y a un des concepteurs de PubPeer qui est dans la salle, qui n'est pas fait pour, mais qui sert de fait, par défaut, de portail de signalement, bien souvent, de manquement à l'intégrité. Et donc, voilà, on le voit à travers ces trucs-là. On le voit aussi quand on décrit la zone grise des méconduites qu'il y a autour de falsification, plagiat, fabrication de données, qui inclut saucissonnage des dossiers de publication, dissimulation des données, cherry picking, c'est-à-dire choix des données, etc. On voit que ça, c'est des choses qui sont adressées par l'ouverture, de manière générale. On voit bien que tu saucissonnes ton dossier de publication, on voit bien que tu caches des données, puisque quand tu les caches plus, il y en a d'autres, etc. Et puis on le voit aussi à travers un témoignage qui était un événement intéressant, on va dire, dans la communauté française et plus généralement. C'était le témoignage d'Olivier Voinet, qui est un auteur qui a été convaincu de fraude, qui a témoigné il n'y a pas très longtemps à une session de l'EHESS, organisée à l'EHESS, qui reconnaît des manquements graves dans ses pratiques scientifiques depuis le début de sa carrière, qui les a analysés de manière intéressante, sans doute partisane, parce qu'on ne s'analyse jamais complètement soi-même de façon complètement détachée, mais qui en tout cas a radicalement changé sa façon de faire, pour une part de manière un peu forcée puisqu'on ne l'invite plus à des conférences et d'autre part de manière volontaire, et notamment il a changé profondément sa gestion de ses données de laboratoire, de ses données de recherche, la manière dont il les gère, la manière dont il les ouvre, etc. Il a cité un cas où la relation corrective avec un éditeur, l'éditeur étant un peu récalcitrant à la correction, est passé par la publication de... Il n'y avait pas de préprint à l'époque en biologie, mais ce qui s'apparente quand même à un préprint en vrai. Alors les questions, Emmanuel Hirsch l'a repositionné, c'est quelle valeur on veut porter à travers la science et en démocratie. C'est vraiment quelque chose de central. La question de la confiance, c'est pareil. Une fois qu'on dit la confiance, il ne faut pas être naïf comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de central. Quelle approche on a de ça? Est-ce qu'il faut, comme de ce conflit des valeurs, les valeurs portées par l'ouverture de la science, les valeurs portées par l'intégrité de la science ne sont pas forcément exactement les mêmes. On voit d'où... les discussions qu'on a eues tout à l'heure, oui, mais dans tel cas, on ne peut pas ouvrir, oui, mais là, on ne peut pas ouvrir parce que ça obéit à d'autres contraintes. C'est typiquement des choses qu'il faut traiter, et en revenant à ce qui est la valeur de la science intègre, la fiabilité, etc. C'est une transition de fond et donc systémique qu'il faut qu'on aborde pour cette ouverture et pour l'intégrité en même temps. Elle est donc multi-échelle, forcément. Systémique, ça veut dire multi-échelle, sur les échelles d'organisation, du laboratoire, l'établissement, les agences de financement, l'écosystème en général. Dans l'espace, le laboratoire, le pays, le monde, les pratiques ne peuvent pas être juste dans un labo, je change et puis le reste du monde reste pareil. Juste un pays, je change, le reste du monde reste pareil. Il faut faire tout changer. Et forcément, le premier qui fait un premier pas, il s'expose. Il va peut-être être moins bien évalué dans un premier temps si les pratiques d'évaluation restent les mêmes, par exemple, des choses comme ça. C'est comment on gère ça. Et puis dans le temps, comment on révolutionne sans rupture. C'est un peu comment on fait une rupture sans révolutionner, je ne sais plus exactement, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en tout cas, on ne peut pas s'abstraire de ça. Et donc c'était la citation
un slide, je crois, de Odile tout à l'heure. La science ouverte, c'est juste de la science qui est faite comme il faut, disait John Tennant, et comme il faut, de façon intègre. Donc, on voit que c'est des choses proches. Alors, si je réfère à qu'est-ce qu'on va en tirer, je peux référer à la feuille de route qu'a publiée le Conseil de l'Intégrité. Les premières choses qu'on a faites, avant d'organiser le colloque, c'est de faire une feuille de route de nos activités pour les 2 ans, qui faisait la suite du rapport Corvol, un petit peu de façon technique, qui est sur 6 axes, vous la trouverez sur le site de l'Office, qui est sur 6 axes. Un premier axe qui est les procédures autour des méconduites. Je n'ai pas vu si on a discuté aujourd'hui, est-ce que l'ouverture des sciences risque de faire émerger de nouvelles formes de fraude? Je pense que c'est difficile à imaginer. Il n'y a pas de raison de penser que ce ne soit pas le cas. En tout cas, il faut sûrement qu'on réfléchisse sur ça. On l'a vu sur l'édition. J'ouvre les publications, je vois apparaître des éditeurs prédateurs. J'ouvre le fait de reviewer les articles. Je vois apparaître des annonces qui viennent vers les chercheurs. C'est quand même fabuleux. Qui leur propose, je propose mes services de reviewer. Regardez, les 2 derniers mois, j'ai reviewé 150 articles. Vous pouvez me citer comme reviewer parce que j'ai un très bon taux d'acceptation derrière. Il faut le faire quand même. Et comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'au niveau des labos, il y aura des choses qui émergeront aussi? Vraisemblablement, il n'y a pas de raison d'imaginer l'inverse. Sur la fraude elle-même, quoi qu'on fasse, il y aura toujours des fraudeurs. Voilà. Donc, alors même si le but de l'Office n'est pas de combattre les fraudes, n'empêche qu'il faut s'en préoccuper parce qu'on ne peut pas laisser des contre-exemples dans la nature. Un deuxième axe, c'est de mutualiser les retours d'expérience, donc tout ce qui est bonne pratique notamment. Et puis les mutualiser à travers des guides, des vadémécums qu'on va rendre publics. Et il faut sûrement qu'on travaille sur des choses comme ça ensemble, sur comment à la fois on ouvre et on ouvre de manière et on facilite l'intégrité. C'est certainement lié, donc il faut sûrement qu'on le fasse. Troisième axe sur la formation, ce qu'on a entendu, et ça semble être le bon sens, c'est que là encore c'est assez couplé. Il faut coupler dans l'enseignement, notamment l'enseignement supérieur, les formations à l'intégrité scientifique qui commencent à exister. Merci Bordeaux, merci les autres. Et les formations sur sciences ouvertes qui aussi qu'on commence à imaginer. Développer d'abord sans doute ces formations sur ces propriétés intellectuelles, dissémination, etc. en sciences ouvertes et comment ça s'articule. Et il faut étendre, on l'a entendu, c'est quelque chose qu'on pousse et c'est pas facile. Il faut étendre les formations aux seniors parce que simplement, de manière pragmatique, quand on aura formé tous les docteurs et qu'ils remplaceront le personnel actuel des laboratoires, mais dans 40 ans, on aura remplacé tout le monde. Voilà, ça prendra 40 ans et il faut vraiment former les seniors. Par exemple, le moment de l'HDR est sûrement un moment assez crucial dans la carrière d'un chercheur où il s'apprête à devenir formateur de jeunes chercheurs. Et donc là, c'est un petit rappel, il n'y a pas besoin de grand-chose, mais quelques heures, quelques principes, un petit vadémécum bien placé. Pour l'aider, y compris à détecter des choses dans son laboratoire. La promotion, la communication, c'est les futurs colloques qu'on fera, par exemple, sur le sujet. Et un gros sujet, évidemment, c'est un environnement propice, c'est notre axe 5. L'environnement propice, donc est-ce que révolution avec, sans rupture, etc. Les deux, sans doute, il faut à la fois faire la révolution et douce, mais ferme. Ou plutôt pas une révolution totale, puisque c'est les mêmes principes. Simplement, on revit ces principes d'une façon un petit peu différente, en les ouvrant et en profitant pour développer des pratiques intègres. Et là encore multi-échelle. C'est un thème donc dans les animations que l'Office, il y a ces genres de colloques, entre autres. Et puis il y a, chaque année, on réunit aussi la conférence des signataires de la charte. Donc là, c'est au niveau chef d'établissement, tous les chefs d'établissement signataires. Il y a 45 signataires aujourd'hui, plus par défaut tous les présidents d'université, puisque la CPU est signataire, et plus par défaut tous les directeurs d'école d'ingénieurs, puisque la CDFI est signataire depuis peu de temps. Et le thème de la prochaine conférence, qui sera à l'automne, sera sur l'environnement. On n'a pas encore défini exactement quoi, mais comment, vu ce que vous avez dans les mains, messieurs les chefs et dames, les chefs d'établissement, vu ce que vous avez dans les mains, comment est-ce que on fait progresser l'environnement propice à la science? C'était la question qui a été posée aussi à Pierre Corvol, puis qu'on a entendu sur la table ronde, sur la place de l'évaluation et la place des pairs dans l'évaluation, qui sont une force conservatrice par définition de ce qu'on appelle l'académie, l'académisme, et donc il faut arriver à faire bouger, y compris les pairs. L'axe 6, c'est sur les enjeux de la science ouverte, donc ça sera là encore les thèmes sans doute des prochains colloques annuels comme celui-ci. Je ne vais pas les annoncer parce qu'on ne les a pas encore complètement, mais il y en a un sûrement qui sera sur science ouverte, intégrité scientifique et médiation de manière générale. Est-ce qu'on ouvre les fenêtres ou la porte de la Tour d'Ivoire? Il y aura un truc comme ça. Sur les recherches hors mur, voilà. Enfin, les deux prochains seront sur ces sujets-là.
Et puis, quelque chose qui est très important pour l'Office aussi, c'est que, notamment via le fait qu'on soit un département du HCRS dirigé par Joël, notre contact avec les pouvoirs publics passe surtout par le Parlement, puisque le HCRS est une autorité administrative indépendante, et c'est pour ça qu'on est très content d'avoir un sénateur qui clôture un sénateur en plus, pas n'importe lequel, chargé d'une mission sur le sujet, qui clôture la journée. Voilà. Et puis Joël, je vais te rendre le micro. Et puis merci à toutes les équipes du HCRS, la com, Dora, l'équipe de l'Office, etc. Merci à tout le monde. Merci Joël qui a orchestré ça. Oui,